ne les a pas ratés quand même. Retour de la pause et passons au Nigeria maintenant. Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré que les agriculteurs nigériens doivent produire suffisamment pour que le pays puisse manger, affirmant que le pays n'a pas d'argent pour importer de la nourriture. Ces propos font suite aux inquiétudes concernant l'insécurité alimentaire durant la pandémie de coronavirus et la hausse des prix des denrées alimentaires dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Selon le programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, même avant la crise 2019, des agriculteurs n'avaient pas été en mesure de satisfaire la demande de la population nigérienne qui compte quelques 200 millions d'habitants. Constant, je l'ai dit, c'est un leurre que de penser que quand on a 200 millions d'habitants, on peut importer suffisamment pour nourrir cette population. Non, il faut miser sur la production intérieure aussi. Je pense que chaque population, ou du moins chaque pays, doit penser d'abord à comment s'alimenter à partir de sa propre production et non compter sur la production extérieure dans l'intention d'en acheter. Le Nigeria, c'est vrai, est confronté à de sérieux problèmes. D'abord, cette nébuleuse appelée Boko Haram n'a jamais permis aux agriculteurs de se consacrer sérieusement à la production agricole. Que ce soit ceux qui produisent les denrées alimentaires, je veux dire ceux qui s'adonnent à l'agriculture, comme les éleveurs, tous sont victimes des attaques, de sorte que dans beaucoup de zones au Nigeria, les terres ont été abandonnées, l'élevage a été abandonné. Ceux qui peuvent, ils se sont déplacés dans d'autres pays beaucoup plus pour chercher la sécurité. Donc, c'est évident que le Nigeria soit confronté à de ces problèmes de ressources alimentaires pour sa population qui ne cesse de grandir. Le président Buhari a lancé cet appel aux producteurs. C'est bien, mais quelles dispositions a-t-il prises pour assurer la sécurité de ces producteurs, surtout au centre et au nord du pays, du côté est et comme ouest du pays, toutes les zones agricoles? Quelles dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de ces producteurs, de sorte qu'ils remplissent cette mission qui consiste à produire suffisamment pour couvrir tous les besoins en produits alimentaires ils sont maintenant près de 200 millions d'habitants. Ce n'est pas facile. Et encore, il dit, il n'y a pas suffisamment de ressources pour acheter, pour importer. Alors ça veut dire que il y a problème de gouvernance également. Un pays riche en pétrole, sur près d'un tiers de sa superficie, que ce pays n'a pas suffisamment de ressources pour importer le manquant, le déficit de production céréalière, par exemple, ça pose un sérieux problème de gouvernance, de démocratie. Hein? Si nous prenons les b.a.-ba de la démocratie, eh bien, si on gouverne, si le peuple gouverne pour lui, eh bien, on ne peut pas gérer le pays aussi riche et que la grande partie de la population meurt de faim. Ça veut dire que le Nigeria est loin d'être un pays démocratique. Ils ont connu l'alternance, c'est vrai, mais si la population meurt de faim, ça veut dire que, eh bien, ils n'ont pas, je rappelle, ils n'ont jamais connu de sécheresse, de sorte que, qu'on dise une calamité naturelle a empêché la production. Non. Et les ressources du pays sont mal gérées, et la sécurité ne permet pas aux producteurs de s'adonner aux activités agricoles, eh bien, il y a problème de gouvernance dans ce pays. Alors, Buhari, on le sait, il a envie de relancer la production nationale. Avec la fermeture des frontières, il voulait maîtriser ces importations de riz, surtout, parce que le Nigeria importait au moins 1 million de tonnes de riz chaque année. Alors, on a contrôlé maintenant cela. Il y a du riz qui passe par le port, mais c'est super taxé, du coup. Tout le monde n'y a pas accès. Et le pays se trouve privé, donc, de cette denrée alimentaire. Quand il dit aujourd'hui aux producteurs de produire plus, quels moyens on leur donne pour produire plus? Oui, le problème est à deux niveaux. Je crois qu'il y a une question de gestion interne et qui est liée à la gouvernance et une prédisposition aux importations. Quand la deuxième portée est mal gérée. Je crois que les conséquences que le Nigeria aujourd'hui
vient des décisions que le président lui-même il a prises il y a quelques mois en fermant certaines frontières, surtout la frontière du Bénin et le Niger. Parce que le Bénin convoie beaucoup de riz importé à travers sa frontière vers le Nigeria. Et au Nigeria, nous avons un monde fou. Le Nigeria, c'est un pays qui vit. Quand on parle de vie, c'est que les activités marchent. C'est pourquoi le premier investisseur étranger au Nigeria, si je vous le dis, vous serez étonné. C'est la France. C'est malheureusement la fameuse France qui est toujours là-bas. C'est pour vous dire quand même que on a beau chercher à vouloir réduire la population dans un pays comme ils l'ont toujours cherché à le faire au Niger, mais on a aussi besoin d'investir dans le pays. Il y a beaucoup d'habitants. Oui, c'est ça. Donc c'est un paradoxe que les Blancs viennent nous chanter. Je n'ai rien contre eux. Et Boiry doit revoir sa décision. Première chose, pour pouvoir équilibrer la courbe, il faudrait que, ou bien faire descendre la courbe, Boiry doit revoir sa décision de fermeture des frontières, réguler la frontière, pour que certains produits puissent passer et satisfaire la population. Ça, c'est un de deux. Il faut que Boiry aille à l'école de Lula du Brésil. Ignacio da Silva. Lula est venu d'un monde socialiste. Et quand on vient du monde socialiste, on sait ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. On sait ce qu'on appelle la création d'une classe moyenne. C'est ce qui est arrivé au Brésil il y a au moins 15-20 ans. Lula est venu, Lula a créé une classe moyenne. 40% de la population, pratiquement, est gonflée par la classe moyenne. Les gens ne peuvent jamais avoir faim. Parce que quand il y a une minorité, comme on en a dans certains pays, comme chez nous au Togo, qui s'accapare les richesses. Comme actuellement ça se passe au Brésil, avec ce fou qui est là, un président, moi je l'appelle fou. Bolsonaro. Lula est arrivé à équilibrer les courbes, à générer la croissance, à créer de l'emploi, à investir dans l'agriculture. Ce qui fait que quand au moins tu as les moyens, tu fais vivre au moins 10 personnes. Etc. Donc dans le lot de 10 personnes, il faut nourrir aussi d'autres personnes. Si le Nigeria arrive à faire ça avec ce nombre important de population, pratiquement 200, on ne nous dit pas tout, près de 250 millions, hein. Ça c'est le chiffre officiel qu'on vous donne en termes de recensement. Quand on nous dit que le Togo, on est à 8 millions, imaginez que déjà avec les enfants, tout ça là, nous sommes déjà à près de 12 millions. Vous voyez. Donc, quand on imagine ça, on a la matière, on a l'économie qui marche, on a le marché qui est bouillonnante. Et écoutez, ce n'est pas une question de frontières qui va nous freiner. Les frontières tuent les pays. Je suis d'accord qu'on puisse contrôler certains produits qui entrent dans le pays, notamment les armes et autres, la drogue et autres. Mais on ne peut jamais empêcher la nourriture de circuler. Si vous n'arrivez vous-même pas à produire suffisamment pour votre population, laissez les autres amener quand même à vous aider. En même temps, le problème, c'est que quand c'est du riz de Thaïlande, du riz de moi je ne sais d'où, c'est ça qui cause problème. Ça n'apporte aucune plus-value au pays. C'est les Asiatiques qui s'enrichissent. Oui, ils s'enrichissent. Sauf qu'eux aussi, ils ont les taxes. Ils s'enrichissent aussi à travers les taxes ici. Moi, c'est rare que tu me vois manger. Mais après, c'est les populations qui payent beaucoup plus cher. C'est le dernier consommateur qui paye réellement les taxes. C'est ce qui est malheureux. Non, je suis d'accord. Parce que quand vous mettez beaucoup de taxes, vos populations vont subir le contre-coup. Oui, je suis d'accord. Je ne suis pas trop chaud pour... comment vous l'appelez? Je n'aime pas trop le protectionnisme. Je ne mets aucun paradoxe dans mes propos. Je n'aime pas trop le protectionnisme. Mais c'est le cri d'alarme que lui-même est en train de sortir, que je suis en train de trouver une réponse. Il a fermé les frontières sans toutefois juguler les procédures et le mécanisme de fermeture. Vous ne pouvez pas fermer hermétiquement la frontière. C'est pas possible. Il y a des produits qui peuvent rentrer, sauver les vies, ou bien sauver, ne serait-ce que une partie de la population. Il y a des produits que vous n'allez jamais accepter. Autorisé, oui. Alors, faites entrer des produits de qualité, d'accord, en harmonisant les taxes, pas aussi trop augmenter pour décourager, pour que le consommateur, le dernier consommateur en paie le lourd tribut. Mais tout en régulant l'entrée de certains produits, il faut développer le secteur agricole de masse. C'est la question du développement du secteur agricole qui pose problème, puisque si on a 200 millions d'habitants et que les agriculteurs ne sont pas capables de produire à cette hauteur, on est obligé d'importer. Obligation est faite d'importer. L'État doit assumer ses responsabilités. Il doit trouver le nécessaire pour permettre aux Nigérians, aux 200 millions
de Nigérians de s'alimenter convenablement, ou du moins d'assurer le minimum nécessaire à chaque Nigérian, c'est très important. Si au Togo, on a derrière nous cette question d'approvisionnement en produits agricoles, c'est parce que depuis un certain nombre d'années, ou du moins depuis 1977, il y a une politique agricole qui a été menée sérieusement, et aujourd'hui les Togolais sont à l'abri quand même de ce manque de produits alimentaires. Le Nigeria a l'obligation d'opter pour une politique agricole soutenue. Accompagner les producteurs. D'abord, sécuriser les zones de production et les mettre hors d'état d'être attaqués par les Boko Haram qui les empêchent littéralement de produire, que ce soit les agriculteurs ou les éleveurs qui sont obligés de se déplacer tout le temps. C'est très important. Première disposition, c'est la disposition sécuritaire. Deuxième disposition, il faut développer un mécanisme de production agricole à grande échelle, de sorte à pouvoir fournir le maximum de céréales et de produits carnés à la disposition de la population. C'est vrai, pendant que cette politique sera définie, pendant qu'elle sera mise en œuvre et qu'on ait les résultats, eh bien, le Nigeria doit importer. Les premiers responsables du pays doivent trouver les ressources nécessaires, sinon c'est la famine qui va s'installer et avec la pandémie aidant, je ne sais pas dans quel pétrin le Niger risque de se retrouver. J'ai l'impression que quand le président lance ce cri d'alarme vers les agriculteurs produisez plus, c'est parce qu'il constate aussi que j'ai vite fermé la frontière, les produits se sont fait rares sur le territoire, augmentant les prix de ces produits qui sont là. La pandémie est venue, j'allais dire, détériorer une situation déjà existante. C'est vrai que, oui, effectivement, c'est vrai que la pandémie l'arrivée de la pandémie a pesé sur l'effort interne au niveau des agriculteurs. Je sais aussi que la partie sud du Nigeria n'est pas tellement atteinte par le Boko Haram, les djihadistes. Donc, et c'est des terres plus arables que les terres qui sont de la partie septentrionale. C'est vrai qu'il y a certains produits qui sont prisés dans le nord, le sorgho, le mil, tout ça là, qui sont cultivés, surtout le cheptel, c'est-à-dire que la question de l'élevage, c'est ça, alors qu'ils ont aussi besoin des produits carnés pour pouvoir nourrir leur population. Maintenant, ce que moi je pense que le Nigeria doit faire, il faut copier ce qui est bien à l'extérieur. C'est de subventionner les agriculteurs, comme ça se fait aux États-Unis. Vous allez voir à une période donnée, vous êtes appelé des en même temps que des depuis produits ces histoires de programmes d'ajustement structurel, tout ce qui est subvention, le FMI et autres auxquels nos États sont abonnés, n'aiment pas beaucoup ça. Je ne peux pas être président de la République. Je dis, il faut quitter toutes ces institutions-là. Banque mondiale, Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, OMS, tout ça. Il faut les quitter. Il faut quitter ça. Parce que les États se sont mis en prison en rentrant dans ce... C'est-à-dire que c'est là où les Blancs nous ont contingentés. Les Blancs ils nous ont lié les mains. Quand vous voulez faire quelque chose, allez, on active le FMI. Il faut le raisonner. Quand vous voulez faire quelque chose, on active la Banque mondiale. Quand on active l'OMS. Il faut quitter tout ça. Vous êtes libre. Mais il faut quitter tout ça. Si on vous dit de ne pas subventionner, alors que le blanc, les Américains, ils subventionnent les agriculteurs. À une période dans les années 80, les Sémouls ont envahi nos marchés ici. C'est vrai qu'on ne nous donne pas les semences pour vendre, mais ils donnent, à titre qualitatif, on donne aux gens. C'est ce que les producteurs américains font. Ils subventionnent leurs agriculteurs, il y a tellement de nourriture, il y en a tellement. Donc il ne peut jamais avoir faim. C'est les produits là où les bœufs, les trucs là mangent là-bas. Les soja, tout ça là, c'est des produits subventionnés, mais qui sont devenus, c'est des produits prisés ici actuellement. Pourquoi le Nigeria ne peut pas le faire? Si le Nigeria sait qu'il ne peut pas subventionner leurs agriculteurs, il y a des milliardaires. Je ne vous dis pas combien de milliardaires il y a au Nigeria. J'étais à Freetown la dernière fois. J'ai fait le truc, c'est un jeu, avec deux Nigérians. Ils me causaient des milliardaires Yoruba d'abord. C'est-à-dire, il le fait ethnie par ethnie. Des milliardaires Yoruba, tu ne peux pas. Il y en a des milliardaires qui sont aussi dans le nord. Kano, Katina, Zamfara. C'est-à-dire qu'il y a des milliardaires partout. Ces milliardaires n'ont qu'à investir. On parle de Dangote. Dangote, on sait. Mais il y a plus. Ils sont plus d'une centaine de milliardaires au Nigeria. Ils n'ont qu'à investir sans la subvention de l'État nigérian.
Les Nigérians milliardaires peuvent investir dans l'agriculture. La mécanisation aidant, il peut y avoir quelqu'un peut avoir 1000 hectares. Bien sûr. Et puis le produit en masse. Le gros problème du Nigeria, vous l'avez rappelé en début quand on a commencé par aborder ce thème, c'est que son économie repose, disons-le, quasiment à 40% sur le pétrole. Or, le coût du pétrole, on sait ce qu'il vaut aujourd'hui. Le pétrole a complètement, le prix du baril a complètement chuté. Ça veut dire que le poumon droit du Nigeria est touché, a cessé de fonctionner. Ça veut dire que le Nigeria est plus ou moins asphyxié, a besoin de respirateurs économiques. Hein? C'est le cri. En fait, c'est en cela que se résume le cri de détresse du président Buhari. C'est ça la fragilité de l'économie de nos pays. Hein? On se base sur un seul produit pratiquement, et lorsque une crise touche ce produit, c'est l'ensemble qui s'effondre. C'est ça la nécessité d'anticiper, de diversifier les sources de revenus dans un pays, de sorte que quand une partie tangue, qu'on puisse se rabattre sur une autre et maintenir le niveau de vie. Et puis la précarité, le degré de précarité des populations fait que la crise n'a pas encore duré 6 mois, mais c'est la débâcle un peu partout. Mais pourquoi? Les dirigeants n'ont qu'à tirer toutes les leçons nécessaires. Si on dirige un pays et moindre problème qui touche le pays pendant à peu près 2 semaines, 3 semaines, on sent déjà les impacts chez la grande partie de la population. Ça veut dire que cette gouvernance est mauvaise. Il faut revoir. Merci, la pause, et on revient après pour le dernier sujet.